Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 8 juin 1795 s'achève le long calvaire du petit Louis XVII. Le jeune roi de France meurt à la prison du Temple à Paris à l'âge de 10 ans. Il est devenu roi depuis l'exécution de son père Louis XVI le 21 janvier 1793. Mais que signifie au juste être roi de France lorsque l'on est emprisonné, seul au monde, maltraité et malade? Ce sont ces années d'enfer que je vous raconte dans cet épisode en 2 parties. Première partie, la famille royale au Temple. À Paris, le 13 août 1792, à 16h, dans une chaleur étouffante, 2 carrosses conduisent le roi Louis XVI et sa famille à la prison du Temple. 3 jours auparavant, les révolutionnaires ont pris d'assaut le palais des Tuileries où il logeait. Sous prétexte d'assurer sa sécurité tout en la tenant sous bonne garde, il a été décidé de transférer la famille royale dans cette ancienne tour des Templiers, devenue prison d'État depuis Louis XIV. On se ferait un chemin parmi la foule qui se presse dans les rues. Outre quelques membres importants de la suite du roi, on emmène avec Louis XVI et la reine Marie-Antoinette leur fille aînée et le petit dauphin Louis-Charles de Bourbon. Pour parcourir les quelques 400 toises, 800 mètres, qui séparent l'Assemblée nationale du Temple, il faudra 3 heures. 3 heures tant les curieux, serrés en rang compact, gênent la progression du cortège. Depuis 3 ans, la Révolution achève de jeter bas la monarchie. En déportant le roi et sa famille dans l'austère tour du Temple, on veut neutraliser le despote qui incarne 8 siècles de tyrannie. La tour du Temple domine de ses 50 mètres les toits de Paris. Depuis ses créneaux, on voit toute la capitale. Témoin impavide de la tourmente des âges, elle n'a jamais changé d'aspect depuis sa construction 7 siècles auparavant. C'est une tour carrée, bornée à chacun de ses angles par 4 tourelles rondes de moindre hauteur. Les murailles, épaisses de plus de 2 mètres, enferment 4 étages d'une centaine de mètres carrés chacun. Pour Louis XVI et ses proches, l'entrée dans leur nouvelle demeure se fait dans une ambiance sinistre. Des luminaires disposés sur les créneaux et autour des bâtiments donnent à l'ensemble un aspect fantomatique qu'accentue le dénuement d'intérieurs victimes eux aussi de la tourmente révolutionnaire. Marie-Antoinette y pénètre avec effroi, se souvenant qu'elle avait participé dans ces mêmes lieux à une grande fête 4 ans auparavant, dans un luxe d'apparat dont il ne reste plus rien. « Quand reviendrez-vous » lui avait-on demandé. « Le plus tôt possible » avait-elle répondu. L'écho de ses pas résonne sinistrement dans cette salle vidée de son mobilier et de ses tapisseries que n'animera plus aucune danse. Le repas pris, on accompagne la famille royale dans ses nouveaux appartements. Il est près d'1h du matin. Le petit dauphin Louis-Charles, épuisé, s'est endormi dans les bras de sa gouvernante. Ce petit garçon, né en 1785, est le 2e fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Les cheveux blonds, le regard bleu, sa joie de vivre enchante son entourage. Devenu dauphin à la mort de son frère, il a 4 ans quand la Révolution éclate. Choyé par ses parents qui l'appellent tendrement « chou d'amour », il n'a aucune idée de ce qui l'attend dans ce donjon. Le 19 août, la Révolution décide de purger la tour de tous ceux qui n'appartiennent pas à la famille royale. Seul le valet de chambre, Cléry, fidèle entre les fidèles, obtient l'autorisation de rester auprès de son maître. À la fin du mois d'octobre, on transfère la famille dans la grande tour. Le rez-de-chaussée est réservé aux officiers municipaux. Le premier étage, au corps de garde.
Au deuxième étage, on loge le roi, le petit dauphin et le valet de chambre Cléry. Au troisième étage, enfin, la reine, sa fille et Madame Élisabeth, sœur du roi Louis XVI. La chambre du roi et du dauphin comporte une fenêtre muselée. Le jour y entre à peine. La cheminée ajoute à l'obscurité l'inconfort d'une fumée qui l'hiver peine à se dissiper et rend l'air irrespirable. Un tissu a été tendu en guise de faux plafond pour réduire la hauteur de la pièce à celle d'un entresol et obscurcissant davantage un espace déjà plongé dans la pénombre du fait des muselières placées aux ouvertures. L'escalier en colimaçon de la tourelle nord qui dessert chaque étage nécessite l'ouverture de 7 guichets ou 7 portes, groupées par 2 pour chaque palier. L'une de ces portes est en chêne riveté, l'autre en fer. Chaque porte ne doit être ouverte que lorsque la précédente a été fermée. Et la porte d'entrée, elle est si lourde qu'il a fallu jadis, dit-on, 50 hommes pour la mettre sur ses gonds. Le rapport du 1er novembre 1792 du Comité de sûreté générale consigne les moyens déployés pour garder les prisonniers. 8 membres de la commune sont désignés pour la surveillance de l'intérieur de la tour. 1 pour le roi, 1 pour la reine et 6 membres pour la suite de la famille royale. Ces 8 membres sont quotidiennement tirés au sort par groupe de 4. Il est expressément indiqué « Les personnes qui sont de service auprès des différents otages ne doivent répondre qu'aux questions vagues et inutiles qu'on leur fait, et de manière laconique. » L'extérieur du temple est gardé par 287 hommes, placés sous le commandement d'un général entouré d'officiers et de sous-officiers, dont 20 artilleurs à la charge de 2 canons. On a retiré aux prisonniers tout ce qui pourrait servir d'une manière ou d'une autre à correspondre avec l'extérieur et à mettre en péril la sécurité de la garde. Papier, crayon, encre, plumes, rasoirs, ciseaux, tout leur a été confisqué. À partir du 7 décembre, on confisque également canifs et objets tranchants, outils de manucure et de toilette, aiguilles à tricoter et nécessaires de couture. Dans les cuisines, aliments et serviettes sont examinés pour voir s'il ne s'y trouve pas quelques billets. Bientôt, couteaux et fourchettes sont également confisqués à la fin de chaque repas. Louis XVI en est outré. Comment ces gens-là osent-ils le soupçonner, lui, descendant de Saint-Louis, d'être tenté de mettre fin à ses jours? Les bâtiments extérieurs abritent la garde, les cuisines et une cantine pour les soldats. Afin de prévenir toute tentative d'intrusion dans le donjon par le jardin du palais, on fait construire par le célèbre Palois, maître d'œuvre, connu pour être le démolisseur de la Bastille, un mur qui sépare les 2 bâtiments, mur percé de 2 portes. Le roi organise les journées avec une poigne et une rigueur indispensables pour repousser la mortelle tentation du désespoir. Levé chaque jour à 6 heures, il récite 10 minutes l'office des chevaliers du Saint-Esprit. Son valet Cléry l'habille, le coiffe, et à 9 heures, la famille se réunit pour déjeuner. Jusqu'à 11 heures, le dauphin Louis-Charles reçoit l'instruction du père, géographie et histoire, matières qu'affectionnent le maître et l'élève, et pour lesquelles ce dernier présente d'extraordinaires dispositions de mémoire. Jusqu'à la confiscation du nécessaire à couture, la reine, sa belle-sœur et sa fille reprisaient les vêtements ou faisaient de la tapisserie, tandis que le roi lisait Montesquieu, Buffon, Le Tasse et l'imitation de Jésus-Christ. Mais tout cela est bien fini. À midi, on sort se promener au milieu des gravats, surveillés par 4 municipaux et un garde national. Louis-Charles joue au ballon avec Cléry, dans la seule allée de marronniers praticable au milieu des décombres. La journée, rythmée par les repas, les séances d'instructions et les jeux, s'achève par la prière que la reine fait réciter au petit dauphin. La proximité des officiers municipaux l'oblige à prier à voix basse. La famille est constamment confrontée à la vulgarité et à la grossièreté des cerbères, à qui elle adresse pourtant toutes les marques de prévenance.
cette gentillesse, cette affabilité avec les bourreaux, loin d'être feinte ou hypocrite, est la marque d'une éducation millénaire et de cette hauteur sans superbe, sans morgue, sans mépris, propre à bon nombre des rois français. Elle demeurera leur manière jusqu'à l'échafaud. Cléry rapporte ce trait de caractère propre à Louis XVI. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au seuil de la mort, il a conservé ce souci de l'autre et ce mépris de son propre sort qui impressionneront la plupart de ses surveillants. Les geôliers soupçonnent en permanence et partout des complots. On ouvre les miches de pain ou les macarons et même les noyaux de pêche pour vérifier que l'on n'y trouve pas quelques billets. On interdit les leçons d'arithmétique sous prétexte qu'elles sont, à l'évidence, un langage codé. Le petit dauphin et sa sœur font leur possible pour détourner l'attention des gardes par le chahut et l'espièglerie afin de faciliter les conciliabules de Cléry et Madame Élisabeth. On découpe les marges des livres que se transmettent les captifs, de crainte que n'y soient inscrits des messages à l'encre sympathique. On approche de la même manière le papier vierge ou les draps du feu pour vérifier que ne s'y trouve pas quelque inscription. Un garde va même aller jusqu'à décoller les pièces de bois du damier de Louis XVI. Cet esprit de méfiance contamine les gardiens eux-mêmes, n'osant plus quitter des yeux de peur que l'un trahisse l'autre. La sœur du dauphin se plaint de ces municipaux toujours penchés au-dessus de son épaule lorsqu'elle étudie, par crainte des complots. Le petit dauphin apporte la candeur et la lumière d'un esprit enfantin dans ce carcan dont les fers se resserrent chaque jour davantage. Dans l'antichambre, il joue au volant avec sa sœur, gambade. Animé de l'infaillible instinct qui est le propre des enfants, il sait reconnaître la bonté quand elle se présente et débusquer la malfaisance avant même qu'elle ne se manifeste. On a beaucoup évoqué la vivacité de son esprit, son intelligence précoce, son humour et un esprit de charité hérité du tempérament de son père. Cléry étant tombé malade, il lutte un soir contre le sommeil pour lui remettre une potion que lui a confiée sa tante. Le valet, parvenant enfin à se présenter à lui, le dauphin lui chuchote « Il était temps que vous veniez, mes yeux se fermaient ». Ces traits de caractère semblent avoir été une constante du dauphin dès son plus jeune âge, toujours porté à amuser et à soulager. Il supporte très tôt sa propre terreur afin d'alléger le fardeau de ses parents et de contribuer autant que possible à égayer leurs jours. Si le roi se montre toujours patient et affable, la reine oppose le plus souvent aux manifestations de haine qu'elle subit un silencieux mépris. Le roi, fixant un jour ses yeux sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on avait placardée sur un mur de l'antichambre, confie à un garde plus bienveillant que les autres. Ce serait beau si cela pouvait s'exécuter. Peu de temps avant, il avait déclaré que Voltaire et Rousseau avaient perdu la France. Un des gardes présents exprimera de façon saisissante l'impression que pouvait ressentir un homme du peuple en gardant la famille royale. Voilà, me disais-je, une famille que j'ai vue au fait de la puissance, des grandeurs et des honneurs, renfermée dans cet humble et obscur réduit, sans qu'il me soit permis de lui témoigner la moindre complaisance, tandis que jadis, je me serais trouvé bien honoré et bien heureux de lui voir agréer mes soumissions. Le même homme notera de façon pénétrante qu'il lui semblait que quelque chose d'occulte présidait au destin funeste de cette famille, à l'insu même de ses geôliers. Car en cette fin d'année 1792, la Révolution prépare la condamnation à mort de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette. Louis-Charles ignore que moins d'un an après, il sera orphelin. Je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée pour écouter la seconde partie de ce récit consacré à Louis XVII. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire.
nous avons laissé la famille royale encore au complet dans cette lugubre tour du temple où tout a été fait pour qu'elle n'en puisse jamais sortir. Pour la Révolution, il est impensable de tourner la page de la monarchie sans supprimer celui qui en est le symbole. En décembre 1792, Louis XVI est condamné à mort. Le 21 janvier 1793, le roi est mené à l'échafaud. Marie-Antoinette, qui n'a pas dormi de la nuit et qui est restée habillée, assise sur son lit, ne parvient pas à maîtriser les convulsions nerveuses qui secouent son corps. C'est par des cris d'allégresse venus des rues avoisinantes que la famille apprendra le crime. Louis-Charles, qui s'est endormi dauphin dans l'angoisse, se réveille roi dans les larmes. Héritier légitime de Louis XVI, il est à présent le roi Louis XVII, mais un roi sans sacre ni couronne, enfermé par décision de la Convention nationale au 2e étage de la sinistre prison du Temple. L'enfant, façonné par l'éducation royale et les habitudes de la plus prestigieuse des monarchies d'Europe, n'a alors que 7 ans. Celui que les historiens du XIXe siècle surnommeront « charmant enfant » est un blondinet vif et enjoué et possède la candeur et la spontanéité propres à son âge. Mais il se distingue par cette marque unique d'un héritage millénaire, 1000 ans d'une histoire qui s'était appliquée à tailler et forger ce singulier destin qui est celui d'un monarque français, représentant de Dieu auprès d'un peuple tout aussi singulier et dont il a la charge sa vie durant. Mais pour l'heure, il ne règne sur rien, si ce n'est l'empire défini par le 2e étage de ce donjon. Empire où il n'a pour unique compagne de jeu que sa sœur, et où pénètre encore, par une grâce qu'on lui fait, un ray de lumière passant par l'abat-jour des fenêtres de sa geôle. Durant les mois où sa mère l'accompagne encore, le petit roi Louis XVII pose sur ses geôliers un regard sans mépris ni méfiance. Ils sont cordonniers, artisans d'humble condition. Incapable de les juger selon leur rang et leurs idées, il ne les prend que selon son cœur. En ces premières années du règne de la liberté révolutionnaire, l'enfant mis au cachot sait qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fasse, et qu'il faut traiter les autres comme on voudrait être traité par eux. Nombreux sont les commissaires de garde au temple qui sont sidérés par la douceur, l'attention et la simplicité de ce garçonnet à leur égard. En ces premières années du règne de l'égalité, la Révolution a mis au cachot un enfant qui a appris de son père que tous les hommes sans exception lui sont égaux et que tous les hommes ont besoin les uns des autres. Quelques jours après la mort de son père, l'enfant n'a sans doute pas entendu ce commissaire de la commune dire à sa sœur « Ton père me fait pitié, mais il est le fils du tyran, il doit mourir. » Un tyran qui avait pourtant écrit « Le premier principe de tout bon gouvernement, c'est l'humanité, la bonté, la bienfaisance. » La veille de son exécution, Louis XVI a demandé à son fils de pardonner à ceux qui le faisaient mourir. Il a envoyé une lettre à son frère, le comte de Provence, lui confiant la régence du royaume et concluant « L'héritage que je vous laisse est teint de mon sang. Ce sang vous crie clémence et pardon. Votre frère vous en prie, votre roi vous le commande. » Louis XVI refusa tout recours pour ne pas semer le trouble et ajouter des malheurs à son peuple. En ces jours qui suivent la mort de celui qu'on appelle alors Louis le Dernier, la famille du défunt ne veut plus descendre dans le jardin pour ne plus passer devant la chambre du roi martyr. C'est l'hiver, et à 50 mètres de haut, depuis le sommet du donjon, le regard peut embrasser tout Paris. À quoi songe le très jeune Louis XVII, tenant la main de sa mère et regardant l'immensité citadine plongée dans le silence? Depuis ce point de mire, ils peuvent voir, au loin, la place de la Révolution, où fut tranchée la tête de leur père et Marie. Mais ils n'ont pas vu le mouchoir qui nouait les mains de Louis XVI sur l'échafaud. Ils n'ont pas entendu ces derniers mots. Qui d'ailleurs aurait pu les entendre? Le roulement du tambour recouvrait tout.
Le 9 juillet, 6 mois après la mort de Louis XVI, nouveau calvaire pour Louis-Charles, il est arraché des bras de Marie-Antoinette après une heure de lutte durant laquelle les hurlements de la reine et les sanglots de l'enfant conduisent les geôliers à menacer la forcenée de la tuer sur le champ. On parvient, non sans peine, à l'enfermer au 2e étage dans l'espace qu'occupait Cléry, le fidèle valet de Louis XVI. Le but secret de cette séparation est de préparer la condamnation à mort de Marie-Antoinette sans que Louis XVII n'en sache rien. Louis XVII est à présent le seul occupant du 2e étage. L'enfant refuse toute nourriture, reste sur son lit, appelle sa mère, crie, sanglote, en vain. Parfois, on lui accorde le droit de monter sur le chemin de ronde du donjon. Sa mère et sa sœur guettent son passage par l'escalier de la tourelle. Louis XVI supprimé, la Révolution entreprend de faire l'éducation républicaine de Louis-Charles. On lui donne un tuteur, Antoine Simon, savetier de 57 ans, robuste, inculte, grossier et alcoolique. Voisin de Marat, qu'on appelle aussi l'ami du peuple, qui est député montagnard, et qui s'est distingué pour avoir exigé qu'on vote la mort de Louis XVI à main levée. Eh bien, Simon a noué avec lui une grande complicité qui lui a valu d'être admis au conseil de la commune. Nul doute que l'ignoble député, celui que Chateaubriand surnommait l'embryon suisse, je parle là de Marat, a su reconnaître en cette crapule bas du front l'incarnation du peuple auquel il dévoue sa vie politique. Plus prosaïquement, Simon possède la plus glorieuse qualité aux yeux de la commune. Il hait le roi et la monarchie d'une haine parfaite, définitive et sainte. Sans doute pour rater la nouvelle éducation de l'enfant, Simon le force à boire du vin. Ses larmes, ses cris, sa terreur, rien n'adoucit le tempérament du cordonnier. Chemin faisant, l'enfant répète les chansons ordurières qu'on lui enseigne, tandis que durant toute l'année 1793, l'ouragan de la terreur souffle sur la France, l'enfant prisonnier du Temple reste l'ange annonciateur de la monarchie à renaître. Son nom accompagne les signatures de tous les chefs de Vendée des armées de la coalition. Son nom se trouve gravé jusque sur les sabres des rebelles ou brodé sur les redingotes ou les guenilles des paysans de la Loire. Pour la Révolution, reste encore à régler le cas de Marie-Antoinette. Mais pour la condamner à mort, on manque un peu de chef d'accusation. C'est chose faite à l'automne 1793, date à laquelle on tient enfin le motif qui va permettre d'envoyer la reine à l'échafaud. Le cordonnier Simon, avec la complicité d'un autre révolutionnaire bien connu, Hébert, le fameux père Duchesne, eh bien Simon a imaginé un plan ignoble. Il s'agit de faire dire à Louis-Charles que sa mère s'est rendue coupable d'inceste sur lui. Durant des semaines, Simon va infliger à l'enfant d'interminables interrogatoires. Le 6 octobre, enfin, on fait comparaître le petit Louis XVII. L'interrogatoire révèle aux oreilles effarées le crime innommable qu'a commis la mère contre l'enfant. D'une écriture fébrile et maladroite, l'enfant y explique que sa mère l'a initié à de honteuses pratiques sexuelles. Le 7 octobre, on demande au fils Capet de confirmer sa déposition devant sa sœur et sa tante. Un commissaire témoin de la scène a raconté avoir vu ce petit garçon assis, balançant ses jambes sous un fauteuil trop haut pour lui, répondant d'une voix tremblante aux questions que lui posaient les commissaires, affichant une mine défaite et terrorisée. La reine et sa belle-sœur, abasourdies, vont devoir écouter jusqu'au bout, en présence de commissaires trépignants d'une joie sauvage, les accusations de leurs fils et neveux. Cette extorsion de fausses confidences est l'apothéose de l'entreprise de la Révolution pour assouvir sa haine de la famille royale. Aucun expédient n'a été négligé. Simon enivre l'enfant chaque jour et lui donne des journaux érotiques à lire pour stimuler son enthousiasme. On va pouvoir enfin, comme le souhaitait Hébert, le fameux père Duchesne, connu pour ses publications ordurières, raccourcir la guenon autrichienne.
et le tout sur la base des déclarations de son propre fils, son petit chou d'amour, que l'on a soigneusement amputiné. Le 19 octobre, la reine est publiquement accusée d'inceste. Elle garde une dignité éblouissante tout le long du réquisitoire, puis elle prononce cette parole inoubliable. La nature se refuse à une pareille inculpation faite à une mère. J'en appelle à toutes les mères. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée. Louis XVII ne le saura pas. Désormais orphelin, l'enfant est à présent un être psychologiquement détruit et physiquement très affaibli. Plus petit que la moyenne des enfants de son âge, son état de santé est alarmant. Il a de la fièvre, il tousse, il ressent de constantes douleurs abdominales, symptômes qui vont bientôt révéler une tuberculose osseuse, maladie qui a déjà emporté son frère aîné. Dans la pièce sombre et humide où il est enfermé, l'air ne pénètre pas puisque la fenêtre n'est jamais ouverte. Un poêle, alimenté par un tuyau aménagé dans l'antichambre, distribue une chaleur tiède et moite venue de la cheminée de la chambre voisine. Dans le silence du cachot, il agonise lentement. 3 fois par jour, le garçon servant des cuisines vient apporter son repas, un brouet, comprenez une sorte de soupe, du pain, de l'eau. Il fait sombre et la saleté s'accumule. Il a totalement renoncé à l'hygiène. Un geôlier a même dit un jour « Tout est vivant ici. » Tout est vivant ici. Les araignées, les rats et ses propres excréments qu'il n'a plus le courage de porter aux toilettes de la tourelle. Il en a peur de ces rats, de ces araignées. La nuit, il n'ose plus s'endormir. Il a été assez ingénieux pour placer un chapeau rempli de victuailles assez loin de lui pour attirer les bêtes et être un petit peu plus tranquille. Mais malgré tout, il passe ses nuits assis sur une chaise, accoudé au bureau, et il s'endort ainsi. En 1794, la terreur révolutionnaire s'apaise. Danton, Robespierre, Carrier, Fouquier-Tinville sont envoyés à l'échafaud. Le nouvel homme fort du régime est Barras. De stature imposante, ses traits sont généreux. Son regard a cette douceur dont la Révolution a tant besoin après les figures glaçantes de Saint-Just et de Marat. En juin, il décide d'aller voir le petit Louis XVII. Il se présente à la tour du Temple. On lui ouvre la porte de fer, restée close pendant 6 mois. Le spectacle est accablant. Puanteur et crasse sont insoutenables, et l'odeur se répand dans l'antichambre qui donne sur l'escalier et à tous les étages. Dans la pénombre, il devine le garçonnet recroquevillé dans un trop petit berceau, les yeux ouverts et la face figée par cette inquiétante rêverie des abattus. Exténué, l'enfant refuse de s'alimenter et ne connaît plus le sommeil. Pour la première fois depuis longtemps, le dernier des Capétiens entend une voix dénuée de violence et d'agressivité. Barras lui demande « Pourquoi dormez-vous dans ce berceau trop petit pour vous ?»« Je préfère le berceau au grand lit. Je ne me plains pas de mes surveillants. » Ébranlé, il souhaite savoir si le captif éprouve quelque mal. Celui-ci pointe son genou et sa tête. On coupe son pantalon pour laisser paraître le genou boursouflé. Un groupe de médecins, parmi lesquels se trouve le célèbre chirurgien de Sceaux, juge l'état du prisonnier très sérieux. Rongé par la gale, son cou présente une plaie suppurante. La teigne infeste ses cheveux. Ses jambes et ses bras sont d'une longueur disproportionnée. Les ongles sont devenus des griffes. Barras s'emporte contre les gardes et exige qu'on nettoie la chambre. Louis-Charles ne touche plus à ses repas. Barras lui demande doucement « Pourquoi ne mangez-vous pas ?» L'enfant répond « Je veux mourir. » Dans la chambre, on enlève certains abat-jours, on ouvre les fenêtres.
L'air et la lumière s'engouffrent dans la geôle pour la première fois depuis 2 ans. Le bois du lit est nettoyé, le matelas infesté de punaises est descendu et brûlé, des draps et du linge blanc sont apportés. On revêt l'enfant d'habits neufs, on enlève la lourde porte de fer et l'on remet la porte d'origine. En mars 1795, un commissaire dira en quittant la tour « Ce gamin n'a pas si décade à vivre. Crois-moi, citoyen, il deviendra imbécile ou idiot s'il n'est pas crevé. » Au matin du 7 juin, le docteur Pelletan, assisté d'un autre médecin, se présente au temple. L'état de Louis XVII est critique. La veille, il a perdu connaissance. Les 2 médecins s'étonnent qu'on laisse le malade entièrement seul la nuit. Ils exigent l'attribution d'un garde-malade. On se penche sur l'enfant. « Tu souffres encore ?» Moins. Il pleure. « Que se passe-t-il ?» Silence, puis toujours seul. Le 8 juin, au matin, les 2 médecins sont au temple. L'enfant ne peut plus tenir sur ses jambes et demande à rester couché. Les symptômes qu'il présente sont effrayants. L'un des gardiens s'assoit auprès du garçonnet. « Je suis malheureux de te voir comme ça. »« Rassurez-vous, je ne souffrirai pas toujours. » C'est le calvaire. Un court instant, l'enfant paraît en meilleure forme. Il croit entendre de la musique, une musique qui le ravit. Pendu au cou de son gardien, il souhaite s'exprimer. Il regarde un instant par la fenêtre en souriant. Le corps frêle semble s'alourdir soudain puis devient inerte. C'est la fin. À 2h15, l'innocent du temple a cessé de souffrir. Un ancien commissaire de la commune, revenu dans la tour du temple vidée de ses occupants, lira ce mot que Louis-Charles a écrit sur les murs de leur geôle. « Ô mon Dieu, pardonnez à ceux qui ont fait mourir mes parents. » Entré pour se souvenir, il en ressort en réprimant des sanglots. Louis XVII mort, la Révolution n'en aura pas pour autant fini avec les Capétiens. Le frère de Louis XVI, le comte de Provence, remontera sur le trône après la chute de Napoléon, sous le nom de Louis XVIII. La monarchie, pourtant, finira par disparaître, laissant sur la République la tache indélébile du martyre d'un enfant, le petit Louis XVII, l'enfant du temple. C'est la fin de ce double épisode consacré à l'enfant du temple, le petit Louis XVII. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Julien Tarot. La bibliographie de cet épisode vous attend comme d'habitude sur le site d'Europe 1. À très bientôt.